C'était un après-midi froid d'automne à Paris, lorsque je me retrouvais assis dans un petit café du Marais, entouré d'un calme qui contrastait avec le tourbillon intérieur que je ressentais. L'arôme du thé au jasmin se mêlait à l'odeur légère des baguettes fraîchement cuites, et je remarquais à peine le mouvement des passants, distraits par la présence troublante de Sophie, assise en face de moi. Le décor semblait tout droit sorti d'un film. Les feuilles orangées des arbres tombaient doucement sur les trottoirs de pierre, et la silhouette de la tour Eiffel au loin complétait le tableau. Mais en ce moment-là, mon attention était accaparée par ses yeux, un regard que je n'aurais jamais dû remarquer. Sophie était une amie de longue date de ma femme, Camille. Les deux avaient grandi ensemble à Lyon, une ville connue pour sa gastronomie et ses rues historiques pittoresques. Lorsque Camille et moi nous sommes mariés, Sophie a été l'une des premières à nous féliciter, offrant des cadeaux traditionnels français, des verres en cristal et un ensemble d'assiettes en porcelaine peintes à la main. Depuis lors, elle a toujours été là, comme faisant partie de notre vie, de notre famille élargie. Grande, avec un visage serein marqué par des traits délicats, Sophie avait une élégance naturelle qui était accentuée par la façon dont elle choisissait ses robes classiques et sa capacité à associer des accessoires subtils. Elle était du genre à attirer les regards, mais toujours discrètement, sans effort. Notre relation a commencé à changer lors d'un voyage en groupe que Camille avait organisé pour visiter Carcassonne, la célèbre ville fortifiée. C'était une excursion culturelle, planifiée pour que nous puissions apprécier la riche histoire médiévale, les remparts et les tours qui semblaient sortis d'un conte de fées. Cependant, alors que nous marchions dans les couloirs étroits de la basilique Saint-Nazaire, avec ses vitraux colorés projetant une danse de lumière sur le sol de pierre, quelque chose de différent a commencé à émerger entre Sophie et moi. À un moment donné, nous sommes restés derrière le groupe, observant en silence les détails des sculptures gothiques qui ornaient à l'intérieur de l'église. La proximité inattendue, le silence partagé et les regards furtifs commencèrent à révéler une connexion que nous n'attendions pas et peut-être que nous craignions. Le charme du voyage et l'atmosphère presque magique de Carcassonne transformèrent ce qui devait être uniquement de l'amitié en quelque chose de plus complexe, un sentiment qu'il serait difficile d'ignorer. « Tu ressens ça aussi ?» demanda-t-elle, sa voix si basse qu'elle semblait être emportée par le vent. « Ressentir quoi ?» Je savais exactement ce qu'elle voulait dire, mais pourtant, les mots sortirent comme une défense. « Le poids de l'histoire, et peut-être quelque chose d'autre, » répondit-elle, détournant le regard vers la silhouette de la cathédrale de Saint-Nazaire, comme si elle cherchait une guidance divine pour la question non posée. Son ton portait une mélancolie qui ne correspondait pas à sa personnalité habituellement joyeuse. Cela me rendit inquiet, comme si elle avait dévoilé un secret que même moi je ne savais pas que je gardais. Cette nuit-là, nous logeâmes dans une auberge de style médiéval, où les chambres étaient chauffées par des cheminées anciennes qui crépitaient doucement. Alors que tout le monde dormait, je sortis dans le jardin central, où des réverbères illuminaient les parterres de lavande et de rosiers. Je la trouvai là, assise en silence près d'une petite fontaine en pierre. Elle portait un manteau en laine gris, et ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules, se balançant doucement avec la brise. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-elle sans me regarder, comme si elle connaissait déjà la réponse. Je m'assis à ses côtés, maintenant une distance respectueuse. Quelque chose dans l'air de cet endroit me rend nerveux. C'est parce que nous sommes entourés par des siècles d'histoires d'amour et de tragédie, dit-elle, me regardant enfin. La lumière des réverbères se reflétait dans ses yeux, créant une profondeur qui m'attirait comme un tourbillon. Nous ne disions plus rien, mais à ce moment-là, je sentis qu'une limite avait été franchie. Les jours qui suivirent, nous commencions à nous retrouver plus fréquemment, sous le prétexte d'activités triviales. Parfois, c'était un café rapide au quartier latin, où l'arôme des croissants frais et du café noir nous enveloppait dans une bulle de familiarité. D'autres fois, nous nous retrouvions dans des parcs, comme le jardin des Tuileries, où nous parlions en observant les familles parisiennes marcher sous les arbres orangés de l'automne. « Tu ne penses pas qu'on prend trop de risques ?» demandai-je un jour, alors que nous marchions dans l'intérieur du château de Versailles. L'endroit, avec ses jardins méticuleusement dessinés et ses salons ornés, était un refuge caché au milieu de l'éclat, mais à ce moment-là, il semblait être une métaphore de ce que nous faisions. Vivre quelque chose d'interdit dans un espace hors de portée des regards curieux. « J'y pense tout le temps, » admit-elle, ses pas ralentissant alors qu'elle observait un pont en pierre orné de statues classiques.
Mais il y a quelque chose en toi, en nous, qui me fait oublier ce qui est juste. Je pensais moi aussi constamment à Camille, à quel point elle nous faisait confiance à tous les deux. Une culpabilité écrasante m'envahissait, mais en même temps, l'attirance pour Sophie était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Chaque rencontre était une danse dangereuse, un mélange d'hésitation et de désir, et cela rendait tout encore plus intense. Un jour, tout arriva à un point critique. Nous étions dans un marché traditionnel à Montmartre, explorant des boutiques d'artisanat et dégustant des vins dans de petites tavernes cachées entre les ruelles étroites. Alors que Sophie examinait une boîte à musique en bois, un objet aussi délicat que la situation dans laquelle nous nous trouvions, elle me regarda et dit « Tu penses qu'on peut continuer ainsi ?» C'était la première fois que l'un de nous mettait la question en mots. Je restais silencieux, écoutant au loin la musique d'un accordéoniste de rue. Enfin, je répondis « Je ne sais pas, mais je sais que, si on ne s'arrête pas, quelqu'un va être blessé. » Cette nuit-là, je décidai qu'il était temps de mettre fin à tout ça. J'appelai Sophie et lui demandai de nous retrouver dans un café isolé du quartier latin, loin des endroits que nous fréquentions avec Camille. Lorsqu'elle arriva, son visage portait un mélange d'attente et d'appréhension. J'expliquai tout, essayant de trouver des mots doux mais fermes, lui disant que nous ne pouvions pas continuer, que c'était un chemin sans retour. Elle ne discuta pas, hocha simplement la tête avec un sourire triste et dit « Je savais que ce jour viendrait. » Les adieux furent plus douloureux que je ne l'avais imaginé. Tandis qu'elle s'éloignait du café, une fine pluie commença à tomber, créant des reflets déformés des lumières de néon dans les flaques d'eau sur la rue. Je rentrai chez moi ce soir-là avec un profond vide, mais aussi un sentiment de soulagement. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, bien que le coût émotionnel fût élevé. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence assourdissant entre nous trois. Camille, peut-être consciente de quelque chose d'anormal, demanda si tout allait bien. Je souriais simplement et répondis que j'étais fatiguée du travail. De son côté, Sophie commença à s'éloigner, trouvant des excuses pour ne pas participer aux réunions de groupe ou aux dîners. Peu à peu, la vie reprit son cours, mais le poids de cette expérience ne m'a jamais quittée complètement. Même aujourd'hui, des années plus tard, lorsque je passe par des endroits comme Montmartre ou Versailles, je suis hantée par les souvenirs de ces jours-là. Ce fut une leçon amère, mais essentielle, sur les limites que nous ne devons pas franchir, sur le prix que nous payons pour nos faiblesses humaines, et surtout, sur la façon dont l'amour, lorsqu'il est hors de propos, peut se transformer en quelque chose de dangereux et de destructeur. Les mois passèrent, et Sophie sembla avoir complètement disparu de notre routine. Elle arrêta de répondre aux messages de Camille, et même sur les réseaux sociaux, sa présence devint sporadique. Camille, inquiète, commenta plusieurs fois. « Je ne comprends pas ce qui est arrivé à Sophie. Elle semblait tellement proche de nous, mais maintenant elle est tellement distante. » Je détournais toujours la conversation en disant quelque chose comme « Peut-être qu'elle est occupée avec le travail, tu sais comme elle est dédiée. » Mais la vérité, c'est que l'absence de Sophie était un vide palpable. Même si j'avais pris la bonne décision, le souvenir des moments passés ensemble pesait encore, comme une cicatrice invisible. Lorsque je voyais Camille, je ressentais un mélange de soulagement et de culpabilité, un rappel constant de la manière dont j'avais failli tout perdre. Je m'efforçais d'être un meilleur mari, plus présent, plus attentif, mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas effacer. Le sentiment que, malgré tout, une partie de moi ressentait encore le manque de Sophie. Une nuit, nous dînions à la maison lorsque Camille mentionna quelque chose d'inattendu. « Sophie a été promue. Elle va déménager à Marseille le mois prochain. Il paraît que son entreprise ouvre un nouveau bureau là-bas. » Ma main qui tenait la fourchette s'arrêta dans l'air un instant. « Vraiment ? C'est super pour elle, » répondis-je, en essayant de dissimuler le tourbillon qui se formait en moi. Marseille, avec ses plages vibrantes et ses marchés animés, était assez éloignée pour garantir que nous ne nous croiserions pas par hasard. Malgré cela, la nouvelle me troubla. Je savais que je n'avais aucun droit de ressentir quoi que ce soit à propos de son départ, mais l'idée qu'elle serait encore plus distante, dans tous les sens du terme, apportait un sentiment de perte définitive. Les semaines passèrent, et enfin arriva le jour du départ. Camille insista pour que nous allions au dîner d'adieu de Sophie, organisé par un petit groupe d'amis dans un restaurant charmant du quartier du Marais. « Elle est aussi ton amie, après tout ?» dit Camille,
sans se rendre compte à quel point ces mots me frappaient. Je n'arrivais pas à trouver une excuse plausible pour ne pas y aller, alors j'ai fini par accepter. Le restaurant était chaleureux, avec des murs en pierre décorés de tableaux impressionnistes et de petites lampes créant une lumière douce. La table était pleine de plats classiques, ratatouille, bœuf bourguignon, tartes salées et baguettes fraîches, tandis que les conversations animées emplissèrent l'espace. Sophie était au centre de l'attention, radieuse dans une robe bleue qui mettait en valeur son élégance naturelle. Lorsque nos regards se croisèrent, c'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Elle sourit poliment, mais ses yeux, aussi profonds que toujours, portèrent quelque chose que seul moi pouvais comprendre. « Comment ça va ?» demanda-t-elle d'un ton détaché, utilisant une voix formelle qui semblait ériger un mur invisible entre nous. « Bien, et toi? Tu sembles excité par ce déménagement, » répondis-je, ma voix plus ferme que prévu. « Oui, c'est un nouveau départ. Je pense qu'on a tous besoin de ça de temps en temps, non ?» Sa réponse portait un poids que seul moi comprenais. C'était sa façon de dire adieu de manière définitive. Pendant le dîner, nous échangions peu de mots. Je gardais mon attention sur Camille, riant de ses histoires et participant aux conversations générales, mais chaque fois que Sophie riait, je ressentais une douleur sourde dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement le rire en soi, mais le fait qu'il n'était plus quelque chose que nous partagions. Lorsque la soirée toucha à sa fin, tout le monde commença à se dire au revoir. Dehors, sous les lanternes qui balançaient au vent, Sophie dit au revoir à chacun. Quand vint mon tour, elle me donna une étreinte brève mais formelle et dit « Prends soin de Camille. Elle a de la chance de t'avoir. »« Toi aussi, prends soin de toi, Sophie. » répondis-je, luttant pour garder mon calme. Ces derniers mots n'étaient pas seulement un rappel de mon devoir de mari, mais aussi un dernier adieu. À partir de ce jour, Sophie devint un souvenir, une ombre du passé. Camille et moi avons poursuivi nos vies, et je me suis consacrée à être le partenaire qu'elle méritait. Pourtant, il y avait des moments où je me surprenais à penser à Sophie, à ses rires, à nos promenades dans les marchés et les jardins, à tout ce que nous avions partagé. Ce n'était plus du désir ni des regrets, mais une sorte de mélancolie, comme une musique lointaine qu'on ne peut oublier. Quelques années plus tard, lors d'un voyage d'affaires à Marseille, je passais devant une plage de cassis, où les vagues se brisaient doucement sur le sable, tandis que des enfants couraient avec des cerfs-volants portés par le vent. Il y avait une sérénité en ce lieu qui me fit penser à Sophie. Je me demandais où elle pouvait être, si elle était heureuse, si elle avait trouvé quelqu'un qu'elle pouvait aimer sans les complications que nous avions traversées. Je souris intérieurement, sachant que je n'aurais jamais de réponse, mais sentant qu'au fond, cela n'avait peut-être plus d'importance. La vie continua, comme elle continue toujours. Ce qui s'était passé entre nous fut une leçon, un rappel de la manière dont les connexions humaines peuvent être à la fois merveilleuses et dangereuses. Pourtant, ce jour-là, sous le soleil de Marseille, je réalisais que j'avais trouvé quelque chose que Sophie avait peut-être aussi trouvé, la paix. Et finalement, je réussis à la laisser partir complètement.